Radio J, El Mundo Muestro. Bella Lustig, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vini da Buena. Vini da Buena. Agnès Buena. Agnès da Buena, surtout dulce como el miel. Oui. Comme on dit chez nous, douce comme le miel en judéo-espagnol. Voilà, et on commence par conséquent très bien l'année avec un film et une invitée. Absolument. Donc je suis vraiment ravie de recevoir Suzy Cohen. Merci. Bonjour. Bonjour Suzy, merci d'être là. Pour la sortie de votre documentaire, c'est un film plutôt d'1h30, Alegría séfarade, dont vous êtes la scénariste, la réalisatrice, la productrice, que j'ai vue en projection. Et d'ailleurs, on peut certainement continuer à le voir puisqu'il se joue tous les jours, je crois, à 13h au cinéma Saint-André-des-Arts. Voilà. Alors, le titre, Alegría séfarade, pourquoi déjà ? Qui signifie quand même la joie espagnole, c'est ça un peu ? Qu'est-ce que non, séfarade, c'est le mot séfarade pour d'Espagne. dire Espagne, Ouais. et aussi parce que ça désigne une certaine communauté Voilà, qui a exactement. une histoire en commun, malgré qu'elle a été dans différents pays et surtout autour de la Méditerranée. Tout à fait. Et Alegría, parce qu'il parle l'espagnol, mais l'espagnol du XVe siècle. Exactement. Et Alegría, parce que c'est un très beau mot. Un mot de joie. Un mot de joie, et que malheureusement le peuple séfarade a eu des revers de médaille, disons, et des grandes joies et des grandes tristesses. Et ça fait partie de leur identité. Tout à fait. Alors, vous avez travaillé beaucoup. Bon, vous êtes pour la télévision, pour le cinéma. Vous avez réalisé des documentaires, des films très divers. Vous avez reçu des prix. On peut pas énoncer parce que vous avez vraiment un palmarès formidable. Impressionnant. Très impressionnant. Ah oui, j'ai trouvé. Vous avez même été scénariste pour un film pour Stéphane Zweig. Enfin, vraiment, vous avez... Ça, non, je veux le faire. Il est en projet. Ah, il est en projet, celui-là. Mais le scénario est écrit et je voudrais bien le tourner. Mais là, vraiment, vous avez un palmarès magnifique. Vous avez vendu beaucoup aussi à l'étranger. Oui, j'ai vu, oui. Ce qui est quand même assez rare, c'est formidable. Alors, pour mieux vous connaître quand même, parlez-vous d'abord de vos origines, ça serait sympa. Alors, mes origines, moi, je suis né en France, je suis né à Paris, mais d'une famille qui venait de Turquie. Et à la maison, on parlait ce qu'on appelait le judéo-espagnol, que mes parents disaient ladino, qui est cet espagnol du XVe siècle. Et donc, je découvre en faisant ce film qu'en réalité, ma langue maternelle doit être l'espagnol, et non pas le français, parce que j'étais à l'école communale. Oui, j'ai été à l'école communale, Puis en plus, justement, mon côté international me montre à quel point l'éducation française d'avant, parce que là, je ne sais pas où elle est rendue, mais moi, je la trouve formidable. Je la trouve formidable, et quand vous voyez mon film, vous comprenez comment on peut émigrer et parler aussi bien le français. Parce que c'était un système d'intégration qui fonctionnait. Qui fonctionnait totalement, non seulement... Mais il y avait un attrait extraordinaire pour la France. Voilà. C'est surtout ça. Oui, parce que la France représente la liberté. Tout à fait. Alors, c'est extraordinaire. Et moi, je crois que la France n'a pas du tout intérêt à copier l'Amérique, mais a intérêt à mettre en valeur les choses importantes et belles de la France. Et si on est tellement bien regardé de l'étranger, c'est à cause de ça. Donc il faut continuer cette tradition. Et la même chose dans le cinéma. Qu'est-ce qu'on aimait, le cinéma français de Godard, de Truffaut, il y avait une culture... Alors, il faut être dans cette tradition parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau, même si elle n'est pas neuve, quelque chose de différent qui plaît à l'étranger. Alors pourquoi avoir fait ce film ? J'ai fait ce film parce que malheureusement, j'appartiens à une génération qui ne va pas passer l'espagnol dans la maison, quoi. Et on a du mal à transmettre, c'est évident. Voilà, on a attendu 500 ans, c'est quand même extraordinaire qu'on garde dans la famille une langue pendant 500 ans en n'étant pas dans le pays. Mais oui. En n'étant pas dans le pays, c'est-à-dire... Et à parler plusieurs langues. Alors moi, j'adore qu'on parle plusieurs langues. Je suis toujours ébahi d'entendre que des gens parlent plusieurs langues.
Et mon grand-père, du côté de maman, parlait 9 langues. Mais du côté de papa, ils en parlaient quand même 4, 5. C'est quand même extraordinaire. Moi, je trouve ça très bien. Quelle langue parlait-il ? Ben, il comprenait le turc, il le parlait, Oui. il parlait l'espagnol, il parlait le français. Dans mon film, vous pouvez voir la qualité de français, c'est pas rien du tout. Tout à fait. Le grec aussi. Le grec, Oui. l'anglais. Bon, alors, il y a de quoi se débrouiller un peu partout, quoi. Et vous parlez plusieurs langues ? Moi, oui, l'italien en plus de ça. Et vous parlez le judéo-espagnol couramment, non ? Non, je le comprends complètement. Quand je vais dans un pays espagnol, on me dit, mais comment ça se fait que vous parlez aussi bien l'espagnol ? Je dis, parce que ma grand-mère nous parlait en espagnol. Mais comme le dit très justement dans l'interview que vous avez faite de Jaime Vidal Sefera, on est le musée vivant de la vieille Espagne, en fait. Exactement. C'est ça. D'ailleurs, l'interview que vous avez faite de Jaime Vidal est formidable parce qu'il explique. Oui. C'était quand même un linguiste émérite. Il a créé une chaire de judéo-espagnol. Il a créé des ateliers. Il a été un des premiers. Il a fait plein de livres parce que il voyait que c'était l'agonie. D'ailleurs, il écrit un livre sur l'agonie des judéo-espagnols. Oui. Absolument. Donc, c'est un précurseur et grâce à lui, bon, on continue quand même à l'enseigner dans les différentes associations. Oui, et pour ça que j'ai fait ce film aussi pour les jeunes, que ce soit des... Vous avez tout à fait raison. Et que ça, n'importe qui, pas forcément des séfarades, mais d'avoir une idée qu'il y a des communautés qui enrichissent. D'ailleurs, on le dit bien dans mon film, il y a plusieurs intervenants qui disent que la richesse des uns donne la richesse à l'autre. Donc, l'échange est formidable, quoi. Oui, alors, cette reconstitution de toute notre histoire a dû être quand même très douloureuse pour vous, compliqué quand même, pour le moins. Oui, à travers l'histoire de votre famille, on traverse quand même cette période épouvantable de 40 à 45. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour le produire et surtout sur ce sujet ? Oui. Je peux pas dire, c'est le plus difficile à produire de tous mes films. J'en ai fait quand même genre 25. Et celui-là, ça a été le plus dur. À mon étonnement, parce que je trouvais que le texte était bien. Mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'on lui reprochait, mais sans doute des choses. Mais moi, je crois que c'est dommage qu'on ne soit pas dans... Ben, on n'est plus dans la culture, alors c'est ça le problème. Alors moi, il y a une chose qui m'a surprise dans votre très beau film, Alegria Sefarad, Suzy Cohen, je le rappelle, c'est que vous parlez de la Turquie, mais vous ne parlez pas du sauvetage des 400 juifs qui sont partis de France en train en pleine occupation et qui ont été sauvés par la Turquie, dont notre ami Bella. Oui. Et ça m'a surpris parce que c'est quand même un événement marquant. Oui, mais quand vous savez qu'on a refusé à, je sais pas, mettons au moins 4000 ou 5000 personnes de monter dans ces trains, c'est-à-dire les gens, tant mieux qu'il y en a eu au moins 400. Mais c'est quand même, on dit chez nous, qui sauve un juif sauve l'humanité. Donc oui. Je trouve que 400 personnes, enfin moi je ne serais pas là aujourd'hui sans ça. Oui, oui, c'est sûr. Mais je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas... Je suis d'accord, mais ça s'est passé très tard, hein, puisqu'on a été sauvés en 44. Oui. Oui, mais les gens demandaient avant ça. Hein, non, d'accord, mais... Bon, enfin, je sais pas, ça, je me suis dit, c'est étonnant qu'on n'en parle pas, parce que c'est quand même les seuls à l'avoir fait. Non, parce qu'effectivement, vous parlez... Oui. C'est vrai, c'est une très bonne question, parce que vous montrez la Turquie... Vraiment, qui me rappelle tellement de souvenirs avec le Bosphore, avec les bateaux, avec tout ça, c'est magnifique. Mais je voulais essayer de montrer la Turquie telle que ma famille a pu la connaître. C'est ça. Parce que la Turquie de maintenant, bon, on prend un avion, on y va voir. Mais ça n'a rien à faire avec ce qu'ils ont connu. Je suis d'accord, bien Donc sûr. je voulais retrouver des choses, et d'ailleurs il y a des images que j'ai prises il y a quelques années parce que je voulais absolument essayer de recréer une atmosphère, et des fois on pense que c'est une photo, puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'on est dans un film parce qu'on voit quelque chose qui bouge. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a des interviews de plusieurs membres des associations. Il y a Esther et René Benbassa, dont j'avais envie de donner le nom, et qu'on embrasse très fort. Oui, il y a Sabi Soulam, qui a émigré en Israël alors qu'il avait déjà passé un certain âge. Oui. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il parle évidemment de la petite Turquie.
Oui. qui était là où j'avais toute ma famille, rue de la Roquette, rue Baffroy, rue Sédaine. Oui, ça, c'est très intéressant. Le Siété. L'idée, c'est Et le Siété. de savoir à quel point la ville change. C'est-à-dire, il y avait des quartiers entiers de Tout à fait. séfarades. Et maintenant, vous allez dans ces quartiers-là, il y en a presque c'est plus. exsangue. Voilà. Complètement. Et même la boutique de mes parents, le passage du Lido, il y avait des séfarades, sont souvent dans le Oui. commerce. Ça vous en Et parlait puis- très très bien d'ailleurs dans le Et film tout d'un aussi. coup, maintenant, c'est des Asiatiques. Et demain, ça sera, je sais pas Oui, quoi. c'est ça. C'est-à-dire, il y a une espèce de roulement, mais il faut être conscient de tout ça. Et justement, nous, on est devenus français, quoi. Absolument. Alors là, je voudrais vous poser une question. Combien de temps vous avez mis pour écrire, réaliser et produire ce document? Parce que ça, c'est quand même un gros travail de fourmi. Voilà. Non, mais c'est surtout la Covid qui a changé la donne. Parce que je m'attendais pas du tout à être bloqué pendant presque 2 ans, quoi. Bah oui. Et surtout, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Alors, d'habitude, je mets entre l'écriture et la production, genre 3 ans. Mais celui-là, c'est 5. Mais d'un autre côté... Ça, je veux bien le croire, parce que... D'un autre côté... Raïm Bilal Sefira, mais oui. vous avez eu la chance de pouvoir l'interviewer avant qu'il disparaisse, ce qui est formidable. Un petit peu avant, parce que des fois aussi, il y a un moment où c'est plus possible, quoi. Donc, je sais bien. Mais là, j'étais très contente. Et surtout, le fait que ça dure longtemps, j'ai grandi le film avec ça. Parce que, justement, j'ai revu les gens. Et du coup, on a créé des relations. Et du coup... c'est génial, oui. Oui, du coup, ça a enrichi le film. Alors, des fois, une malédiction peut entraîner une bénédiction. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le constater. Et justement, le fait aussi d'être moins financé que d'habitude a fait que je pouvais le sortir quand ça m'intéresse. C'est-à-dire de me donner du temps. Et le temps aussi, quand on travaille, ça peut être aussi très productif. Donc, je ne le regrette pas. Et je crois que vous avez travaillé aussi avec votre sœur. Oui, toutes mes sœurs ont participé. Oui, c'est ça, c'est une histoire de famille, en fait. C'est une histoire de famille, voilà, exactement. Et même mon cousin aussi, qui s'appelle Marcel Cohen. Et alors, quels ont été vos critères de choix pour les intervenants ? Alors là, on m'a proposé des gens, et puis je les ai rencontrés, et puis ça marchait ou ça marchait pas. Enfin, quand ça marchait pas, c'était que ça marchait par rapport à mon histoire que j'avais envie de raconter. Mais bien sûr. Et puis il y en a c'est comme tout dans la vie, il y en a qui sont plus photogéniques que d'autres, et il y en a qui passent mieux à la caméra. Captent mieux la lumière. Voilà, mais même qui éclatent devant la caméra. Vous comprenez? C'est comme les comédiens. Il y en a qui sont bons, puis il y en a qui sont moins bons. Mais puis c'est pas parce que ça a rien à voir avec ce qu'on est dans la vie, ça a à voir avec le fait que on dit moteur et puis ça marche, et puis d'autres on dit moteur et ça marche pas. Alors donc on peut le voir encore pendant combien de temps? Alors exactement? pour sûr la semaine prochaine, mais je pense que l'émission sera pas diffusée. Mais sinon, il y a une reprise le mardi 18 et le mardi 25, toujours à 13h au Saint-André-des-Arts, et je touche du bois parce que normalement au mois d'avril, mars ou avril, il va y avoir tout un circuit avec des documentaires, et on m'a proposé d'être là. Et là, ça va être à travers toute la France. Et j'essaierai aussi d'avoir une autre salle à Paris en même temps à ce moment-là. C'est très important parce qu'il mérite. Plaisir de le réannoncer. Absolument, on le réannoncera, bien sûr. Mais oui. Merci bien. Alors, est-ce que vous avez quand même d'autres projets? Oui, celui de tourner en fiction cette fois-ci. Les 10 dernières années de Stefan Zweig. Parce que je trouve... C'est un vaste programme, c'est magnifique. Et surtout parce que j'adore son œuvre, et aussi parce que je veux montrer le travail d'un écrivain. Et lui, alors, c'est gigantesque. Absolument. Donc, et puis en plus, il est au Brésil. Il est obligé d'immigrer pendant 10 ans. Et moi, je sais ce que ça veut dire d'immigrer, et je sais ce que ça veut dire d'être obligé, de ne pas pouvoir retourner chez soi. Parce que 10 ans, ça me paraît insupportable. Non, mais je comprends. Et donc, j'ai envie de traduire toutes ces choses-là, seulement, c'est un gros budget. C'est un gros budget. On vous souhaite de réussir. Hein. Oui, parce que c'est quand même très ambitieux. Hein. C'est très ambitieux. Vous avez retrouvé des descendants, je sais pas. Non, c'est son texte qui me dit plein de choses. Dans son texte, j'ai le film. Ça m'étonne pas. Alors, mais je mélange tout. Alors, mais oui, le théâtre, le cinéma, l'écriture, évidemment, c'est un très beau projet. Hein.
Ben, j'espère qu'on va... Alors, pour l'heure, Allegria séfarade de Suzy Cohen. Je ne sais pas si on voit. Ah oui. Voilà, le dossier de presse, il est très joli. C'est votre papa qui est là. Non, c'est Joseph, c'est l'aîné de la famille. Oui, voilà, c'est l'aîné de la important de le famille. dire. Voilà, Allegria séfarade à découvrir à Paris, d'abord au Saint-André-des-Arts et ensuite dans toute la France. On le réannoncera avec plaisir. Merci beaucoup Suzy Cohen d'avoir été avec nous. Bella, comme d'habitude, tout finit en chanson avec nous. Voilà, et une chanson qui nous tient à cœur. Absolument, une chanson que sentait d'ailleurs mon papa, les yeux fermés, quand il pensait au Bosphore, où il n'a pas pu évidemment remettre les pieds puisqu'il est apatride. Mais c'est donc chanté par Claire Zalamanski. Oui, bien sûr. Que nous aimons beaucoup. Por la tu puerta yo passé, je suis passé par ta porte, en judéo-espagnol. Et le refrain est en turc. Voilà, Yul Donc, Pembe. Yul Pembe. C'était aussi la chanson de ma grand-mère. Eh ben voilà. On écoute Claire. Alors, on vous souhaite quand même un kippour Liviane, ça veut dire un kippour léger. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve... Agnada Buena toujours. Voilà, et on se retrouve le mois prochain. Con mucho placer.